été là et d'avoir obtenu le poste qu'on a obtenu parce qu'il y avait des quotas, ça peut renforcer encore plus ce sentiment de manque de légitimité. Bonjour à toutes et à tous, nous c'est Marine et Déborah. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de notre podcast « Le féminisme, c'est pas un truc de filles ». Le féminisme, c'est pas un truc de filles, c'est le podcast Égalité qui va à la rencontre de personnes dont le parcours questionne les stéréotypes de genre et met en lumière des pistes d'action pour combattre les inégalités entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maud Schneider pour la deuxième partie de notre épisode consacré aux femmes dans le domaine académique. Maud est psychologue, professeure à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Elle est responsable de l'unité de psychologie clinique des situations de handicap, en plus d'avoir une pratique clinique en tant que psychologue psychothérapeute. On l'aura compris, Maud est une femme plutôt occupée. Et pour finir sur ce parcours impressionnant, en 2024, elle décroche un FNS. Le FNS, c'est donc le Fonds national suisse pour la recherche. Et la titularisation de son poste de professeur. Dans cet épisode, nous aimerions revenir sur son parcours, les défis qu'elle a rencontrés et discuter avec elle de comment les choses ont changé ou pas dans sa génération qui représente la relève de l'académique. Nous commençons tout de suite en apprenant à mieux la connaître. Merci Maud d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu te décrire en 3 mots et nous dire ce que tu voulais devenir quand tu étais petite fille ? Toute petite, je me rappelle pas vraiment. Par contre, quand j'étais ado, je voulais faire du journalisme en fait. Je voulais faire des études de lettres et donc du coup au départ j'étais pas du tout prédestinée à faire de la psycho et j'étais persuadée jusqu'à la fin du gymnase, à la fin du collège que j'allais m'inscrire en lettres. Mais je voulais faire du journalisme parce que j'avais envie d'être grand reporter et reporter de guerre au départ. Finalement j'ai fini par cocher la case psycho. Je suis même pas exactement sûre de pourquoi j'ai coché cette case-là au final. Mais along the way, j'ai envie de dire, je pense que j'ai fait des rencontres qui ont été des rencontres très importantes pour moi, notamment avec une des personnes qui a été après mon directeur de thèse, qui est Martial van der Linden, qui était professeur à l'époque à la FAPC. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire de la recherche, parce qu'à chaque fois que je suivais ses cours, à la fin d'un de ses cours, je me disais oh, « mais c'est incroyable, j'ai tellement envie de faire ça !» Et puis, je pense que j'ai eu au départ, la chance complètement par hasard de commencer à faire un stage dans un labo où en fait les choses se sont poursuivies un peu de manière naturelle et puis où on m'a toujours encouragée à continuer en fait. Et je pense que du coup quand j'ai terminé l'Uni, pour moi c'était assez clair que j'avais envie de faire un doctorat. Et par la suite, pendant un de mes postdocs, en fait, j'ai rencontré aussi une professeure, Inès Hermes, qui est une professeure qui a eu énormément de succès aussi dans son parcours académique, qui est une maman, qui a eu 3 enfants, mais qui est restée quelqu'un de très simple, de très accessible, de très sympa. Tout d'un coup, quand je l'ai rencontrée, je me suis un peu dit, mais c'est incroyable, en fait. Moi, j'ai envie de devenir comme ça, d'une certaine manière. Je me suis dit, il y a une possibilité, en fait, de rencontrer des gens où on peut s'identifier. Un point sur lequel on aurait voulu t'entendre, c'est le fait que, effectivement, on a pu lire que la situation des femmes dans le milieu académique, elle s'est grandement améliorée, même si elle est encore loin d'être idéale. Et puis, ceci aussi grâce à l'introduction de quotas qui visent à se rapprocher d'une proportion égale d'hommes et de femmes dans le domaine. En Suisse, par exemple, on a pu lire qu'il existe des programmes de mentorat pour soutenir les femmes, mais que contrairement à d'autres pays, il n'y a pas encore de quotas obligatoires pour les postes académiques. Est-ce que toi, tu peux déjà nous dire, Maud, un peu ce que tu penses de ces mesures et puis quelles ont été peut-être les aides sur ton parcours ? Alors, effectivement, je pense que les choses ont quand même pas mal bougé. En tout cas, parce qu'on est parti d'une situation où, je ne veux pas dire de bêtises dans les chiffres, mais je crois qu'il y avait 2 femmes professeurs parmi l'ensemble du corps professoral. Et puis, en fait, sur les 10 dernières années,
J'ai pas fait le compte, mais on est en tout cas 5 ou 6 femmes à avoir été nommées. Et donc, du coup, on n'est pas à la parité, mais on s'en est quand même vachement plus rapproché qu'il y a quelques années en arrière. Donc ça, je suis vraiment contente de voir que les choses ont bougé. Effectivement, il y a pas de quota formel, mais c'est quand même, je pense, maintenant quelque chose qui est discuté quand même de manière systématique dans les commissions d'engagement. Et on a en fait cette consigne explicite que, d'une certaine manière, à compétences égales, du coup, c'est important de privilégier le sexe qui est sous-représenté. Et donc, du coup, c'est quand même une forme d'incitation qui est quand même assez explicite. Et alors, c'est toujours difficile à dire. Je pense que ces histoires de quotas, à la fois, je les trouve importantes pour faire bouger les choses et à la fois, je les trouve dérangeantes. C'est que je pense que des fois, on est déjà tellement dans un sentiment de ne pas être à notre place, de ne pas se sentir légitime d'être là, que si on a l'impression d'avoir été là et d'avoir obtenu le poste qu'on a obtenu parce qu'il y avait des quotas, ça peut renforcer encore en plus ce sentiment de manque de légitimité. Et on entend parfois, quand même plutôt de la part d'hommes, mais néanmoins que pour rééquilibrer les choses, on se retrouverait désormais dans la situation inverse, à savoir qu'être une femme qui postule aujourd'hui à un poste académique serait un avantage. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Je pense que, alors, de nouveau, c'est la lunette de la psycho. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est généralisable à l'extérieur, mais en tout cas, dans les dernières commissions dont j'ai pu entendre parler et puis dont j'ai pu faire partie aussi, en tout cas, dans la première volée de sélection, ce n'était pas du tout un critère et il y avait en fait toujours une surreprésentation de dossiers de femmes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un faux argument de se dire qu'en fait, on est dans une situation où on va pousser artificiellement les femmes. Je pense que typiquement dans la psycho, on est dans un domaine où il y a beaucoup de femmes et en fait, c'était complètement une anomalie qu'il y ait une surreprésentation d'hommes dans le corps professoral. Et donc, je pense qu'en fait, probablement, la voie naturelle, ça serait que en fait, la représentation au sein du corps professoral soit à peu près équivalente à la représentation qu'il y a au sein des étudiants. Et en psycho, on est plutôt autour de 80% de femmes et 20% d'hommes. Alors, je ne dis pas qu'on va probablement pas arriver à ce pourcentage-là, mais en fait, probablement qu'on va s'en rapprocher de manière assez naturelle. Je pense que ce qui est intéressant, et ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal discuté aussi entre nous, entre collègues femmes, c'est le fait d'avoir la parité aussi dans les commissions de nomination. Et ça, je pense que ça fait aussi un effet qui est un effet un peu de cercle vertueux parce que probablement que de manière aussi implicite, on n'a pas exactement les mêmes critères ou les mêmes lectures des dossiers et qu'on ne va pas forcément valoriser les mêmes aspects. Et donc, forcément, si en fait on a un truc qui est déjà hyper genré dans la commission, forcément qu'il va y avoir une application de schémas qui sont un peu des schémas qui vont avoir tendance à se répéter. Quoi qu'on en dise, même lorsqu'on accède à un poste académique, la situation, elle semble rester quand même assez déséquilibrée. Il y a un article récent qui montre que notamment les femmes sont non seulement moins embauchées, mais aussi moins citées, moins publiées et moins financées. Il y a évidemment plusieurs raisons à ça, notamment on remarque que les décideurs restent des hommes, que ce soit pour l'octroi de fonds, pour la publication des articles scientifiques, etc. Et est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur les obstacles que tu as rencontrés au cours de ton parcours, s'il y en a eu ? Oui, alors ça, je pense que c'est une réalité, à mon avis, qui est difficile à mesurer, alors à part justement dans notre parcours individuel, en fait, parce que finalement, on ne sait jamais pourquoi on n'a pas obtenu un financement ou pourquoi est-ce qu'on nous a rejeté une publication. Et évidemment que ce n'est jamais un argument qui va être mis en avant, mais je pense que c'est très clairement une réalité et qui est à la fois liée probablement au fait que dans tous ces comités, c'est majoritairement des hommes. Effectivement, dans tous les comités éditoriaux, c'est majoritairement des hommes. Dans tous les postes, notamment on parlait du Fonds national suisse, il y a encore quand même énormément d'hommes aussi dans ce type de position. Et ça, je pense que j'espère, quelque chose qui va évoluer. Après, je pense que de nouveau, au niveau individuel, c'est compliqué d'avoir une réflexion par rapport à ça. Je pense qu'on a aussi probablement, sans vouloir généraliser, mais un style qui est peut-être un peu différent, où spontanément, peut-être, on va avoir moins tendance aussi
à se mettre en avant ou alors on va se valoriser de manière différente. Et je pense que ça, peut-être que c'est aussi un des aspects dont il faut tenir compte en fait. C'est comment est-ce que nous, on peut apprendre à mieux mettre en lumière nos forces pour valoriser nos profils davantage. À se positionner autrement, ouais. Toi, tu as eu l'impression du coup par moment, en tout cas, d'être freiné dans ton accès à des fonds de recherche ou dans ton processus de publication parce que tu étais une femme? Alors, je pense que dans les recherches de financement, possiblement, mais de nouveau, c'est difficile à dire. En tout cas, ça a été des démarches qui ont été pas faciles. Et puis, je pense que d'être confronté à des refus successifs, c'est pas évident. Et des fois, on se pose plein de questions. Et c'est des questions qu'on finit par se poser, de se dire, mais est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que ceci, cela... Enfin, on essaie toujours de trouver des raisons et puis au final, on les a jamais. Donc, c'est super difficile de savoir. Mais c'est possible que ça ait joué un rôle. Et toi, comment tu vis le fait d'évoluer comme ça dans ce milieu où la plupart des décideurs justement de ces fonds, etc., ou des panels de nomination sont des hommes? Mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est tellement habitué à ça. Enfin, je pense que, moi en plus, j'ai fait un parcours où j'ai quand même beaucoup travaillé en fac de médecine et puis où je pense qu'il y avait un peu un double déséquilibre, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai eu beaucoup tendance à travailler avec des hommes qui en plus étaient des médecins, et puis on sait que les rapports entre les psychologues et les médecins ne sont pas toujours super simples, et donc je pense que d'une certaine manière c'est des choses qu'on intériorise, parce qu'en fait on se dit que c'est comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui va bouger aussi, j'espère, avec les générations suivantes, de se dire que en fait, d'emblée, on peut questionner ça. En fait, je pense que souvent, on est un peu dans un système où on se dit, oui, évidemment que en fait, tous les, par exemple, c'est le cas en fac de psycho, hein, par exemple, tous les professeurs ordinaires, c'est-à-dire le grade le plus élevé, en tout cas du grade professoral, c'est tous des hommes à part d'eux. Et quelque part, d'une certaine manière, ça nous semble logique au départ quand on arrive, parce que c'est comme ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à questionner, quoi. Et pour les recherches de financement, globalement pour toi, dans ton parcours, ça s'est passé comment? En fait, je dirais que j'ai peut-être été mal habituée, parce que je pense qu'au début de mon parcours professionnel, quand j'étais une jeune postdoc, etc., j'ai eu plutôt de la facilité à obtenir des financements. Pour des bourses de mobilité, pour partir à l'étranger. Après, quand je suis revenue en Suisse, pour débuter mon groupe de recherche, finalement, j'ai eu relativement de la facilité à ce niveau-là. Puis en fait, ça paraît peut-être un peu paradoxal, mais c'est finalement quand j'ai été nommée comme professeure que ça a été plus compliqué pour moi, en fait, de décrocher des financements. Et je pense qu'il y avait aussi une partie qui était liée au fait que peut-être c'était aussi la première fois que je déposais vraiment des demandes de financement en tant que moi-même, uniquement en fait. Avant, j'étais toujours la personne qui travaillait dans le groupe 2 ou qui allait être hébergée par le labo X. Et je pense que, mine de rien, ça fait aussi une différence, en fait, même de manière très implicite dans la tête des reviewers. Et je sais pas, peut-être que c'est une des possibilités qui a fait que ça a été si compliqué au départ de décrocher des financements. Et est-ce que tu as eu l'impression au cours de ta carrière que c'est parce qu'on n'a pas les codes, un peu, comme ça, dans ce milieu-là, ou en tout cas dans les milieux masculins, pour opérer, puis pour obtenir un poste, pour obtenir des fonds? Est-ce qu'il y a des espèces de codes sous-jacents comme ça qu'on ne connaît pas? Je dirais, les codes, on les connaît. Enfin, je ne sais pas si je peux dire les codes, on les connaît, mais je pense qu'on a une idée quand même de savoir comment on doit faire. Mais par contre, je pense que c'est à quel point on pousse le curseur ou pas vers ces critères-là. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis encore aujourd'hui super en difficulté. C'est que je me considère jamais suffisamment experte pour proclamer que je suis experte de tel ou tel truc, ou alors... Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un peu la manière aussi dont on se présente, et puis de se dire, voilà, mais en fait, moi, je privilégie beaucoup la collégialité, le fait d'amener des expertises qui sont complémentaires aux miennes, et puis je pense que je suis beaucoup moins dans une posture qui est
de nouveau, c'est un peu schématique, mais qui peut-être est assez typiquement masculine, de dire voilà, mais en fait, moi, je suis expert de tel truc, et puis alors, du coup, je vais amener telle expertise, tel machin, et puis ça va être super, et puis feu d'artifice, magnifique, quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, probablement, où on s'automet vraiment des bâtons dans les roues aussi pour obtenir des financements. Un autre facteur sur lequel on aurait été ravis de t'entendre, c'est cette dichotomie entre les hommes qui sont décrits comme plus autonomes, plus centrés sur leurs besoins, et puis les femmes plus relationnelles, centrées sur les besoins des autres. C'est bien sûr une construction sociale, mais qui est souvent considérée comme un état de fait. Dans le monde académique, on a pu lire qu'elle serait reliée à la reproduction de l'inégalité, parce que les femmes consacreraient plus de temps à des tâches peu valorisées, par exemple aux activités d'enseignement ou aux demandes des étudiants, et moins à leur activité de recherche, ce qui les défavorise dans la course à la publication. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire de la répartition des tâches dans ton cahier des charges ? Ouais, alors ça, c'est un grand sujet. Puis je pense que c'est effectivement... Mais comme tu dis, je crois que ce qui est compliqué, en fait, c'est que c'est un truc qui est tellement intériorisé que... d'une certaine manière, on s'en rend même pas compte que c'est un état de... Enfin, c'est comme si c'était un état de fait. C'est vrai que nous, dans nos cahiers des charges, en tant que prof, on a différents secteurs d'activité. Donc, on a la recherche, on a l'enseignement. Et puis après, il y a toutes les tâches un peu administratives, institutionnelles. Et puis, ce qu'ils appellent les services à la cité, c'est-à-dire, en fait, un peu tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. C'est-à-dire, c'est un peu fourre-tout. Et c'est vrai que c'est un exercice intéressant parce que de manière régulière, on doit faire en fait un état des lieux de comment est-ce qu'on a rempli les différents aspects de nos cahiers des charges et puis on doit fournir un rapport. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui moi, m'a frappée en fait à chaque fois que j'ai fait cet exercice de me dire mais en fait... alors, je fais tout un tas d'activités qui sont des activités qui sont super, que moi j'aime beaucoup et que dont je valorise beaucoup l'importance. Je fais partie de boards d'associations de famille. Comme tu l'as évoqué dans ton intro, je fais aussi du travail clinique. Enfin voilà, je fais tout un tas de choses qui sont pas vraiment des choses qui sont typiquement très valorisées en fait dans le parcours académique. Et en même temps, je pense que plutôt que de se dire il faut changer de logique, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à valoriser en fait aussi des trajectoires qui sont diversifiées. Et c'est vrai que je me disais, ça me fait résonner en fait une fois une discussion que j'ai eue avec un de mes collègues qui me disait en fait, c'est un peu comme dans la société en général. On ne peut pas non plus avoir tous des profils qui sont complètement uniformes. C'est-à-dire que il y a effectivement des personnes... Alors, c'est un état de fait. Je crois que c'est quand même beaucoup des hommes qui ont ce profil-là, qui sont dans des profils hyper compétitifs sur l'aspect recherche, qui décrochent beaucoup de financement, mais qui, il faut quand même bien le dire, ne sont pas non plus toujours les gens qui vont beaucoup faire avancer le schmilblick au sein de l'institution, qui sont assez peu impliqués dans les commissions, dans toutes les autres missions qui sont les nôtres. Et c'est pas forcément mieux d'avoir un profil comme celui-ci que d'avoir un profil d'une personne qui est impliquée aussi différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire de la recherche, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas obtenir de financement, mais qui va aussi balancer son cahier des charges un peu différemment. Et ça, je crois que c'est vraiment un discours qu'on doit faire évoluer et où je trouve que là, on est parfois un peu dans un discours de surface. C'est-à-dire qu'on nous dit beaucoup oui, en fait, toutes les activités sont valorisées à part égale, mais en fait, on se rend compte que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a quand même plus une espèce de posture comme ça qui est mise par les institutions, mais qu'après, en fait, dans les discussions, en fait, on va aller regarder le nombre de lignes de publication et puis le nombre de millions que tu as rapporté à l'institution et que c'est en fait encore les deux seules choses qu'on regarde. Et ce qui défavorise donc les profils plutôt féminins. Alors ça, c'est une évidence. Ouais, ça c'est clair. Même si je connais aussi des femmes qui ont des profils un peu différents, mais c'est vrai que je dirais, si dans les gens que je connais, si je dois faire un peu une généralité, c'est sûr que dans les profils féminins, on a des profils qui sont plus diversifiés, je dirais, dans le panel des compétences et puis des activités qui sont proposées.
Un autre point qu'on souhaitait aborder avec toi est le défi que représente la transition à la parentalité lorsqu'on navigue dans le milieu académique. On a pu en discuter avec la professeure Kruzman et de nombreux ouvrages traitent des pénalités de carrière associées à la maternité, qui serait d'ailleurs l'une des principales causes d'abandon de carrière par les femmes. On se demandait donc déjà comment toi tu avais vécu cette période et puis si tu avais l'impression que des choses avaient été mises en place pour faciliter cette transition et soutenir les professeurs avec des enfants en bas âge. Je dirais, en tout cas pour moi, ça c'est vraiment un des facteurs qui est vraiment un des facteurs limitants aujourd'hui dans la manière dont est organisé le système. C'est effectivement comment est-ce qu'on peut tenir compte, parce qu'on nous dit toujours qu'on tient compte des maternités, et puis il y a des espèces de calculs savants qui sont faits, c'est-à-dire un enfant, ça équivaut à combien de publications, mais en fait, d'une certaine manière, c'est absurde. Enfin, on n'arrive pas à faire un calcul comme ça, parce que le fait d'avoir un enfant, ça ne se résume pas non plus justement aux 5 mois de congé maternité ou aux 6 mois de congé maternité qu'on a pris, mais c'est un impact, comme tu l'as mentionné dans ta question, qui est en fait quelque chose qui va avoir un impact sur beaucoup d'années en fait dans notre carrière et c'est très difficile de savoir quelle est la pondération juste aussi à donner à ça, mais c'est sûr que ça c'est un état de fait. Et moi j'ai vécu, comme tu l'as dit, je pense quand j'ai été nommée, ma fille elle avait 2 ans. Donc elle était encore vraiment petite, et puis j'ai eu la particularité d'être nommée fin 2019, et donc en 2020 on a eu ce joyeux événement qu'était le Covid, et donc du coup moi c'était la fin de mon premier semestre en fait à l'université, et puis on s'est retrouvés tous confinés à la maison, donc moi avec une fille de 2 ans qui n'était pas en train de rester assise gentiment pendant toute la journée à faire du coloriage pendant que je travaillais. Et en fait, aucune de nos activités se sont vraiment arrêtées pendant le Covid. On enseignait sur Zoom. On avait en fait toutes nos activités qui se poursuivaient. Et ça, pour moi, ça a été une période hyper stressante. Tous les aspects de ma vie, soudainement, qui d'habitude arrivent plus ou moins à être cloisonnés, se retrouvaient un peu ensemble, littéralement dans la même pièce. Et ça, pour moi, ça a été affreux. Et quel a été, toi, ton plus grand soutien dans ta carrière pour te laisser gérer de front maternité et développement professionnel? C'est mon mari, c'est sûr. Dans le sens où c'est vrai que pour ça, on est un couple qui est peut-être pas... qui ressemble pas trop aux stéréotypes, dans le sens où je pense que lui est quelqu'un qui est plus disponible aussi pour la gestion de la famille, la gestion du quotidien. Tu m'avais parlé de manière informelle des efforts de l'Université de Genève pour obtenir une reconnaissance un peu family-friendly. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis si toi, justement, avec le point que tu évoquais juste précédemment, si tu as eu besoin de demander des ajustements par rapport au fait que tu avais cette double casquette à la fois de maman, surtout d'un enfant en bas âge, et professeur tout fraîchement nommé. Ouais, alors effectivement, je pense que ça, c'est vraiment des réflexions qui sont des réflexions alors très émergentes, et puis où je pense qu'il y a beaucoup de... on a eu des discussions parfois assez animées aussi entre collègues autour de ce statut d'université family friendly, avec la crainte en fait qu'il y ait des espèces de dérapage, c'est-à-dire que si on instaure un certain nombre de principes, que en fait après ça soit impossible d'organiser une réunion parce que ça sera jamais family friendly, etc. Puis avec un peu cette crainte qu'il y ait des dérives. Mais cela dit, il y a quand même une réalité actuellement, en tout cas, au sein du corps professoral, qui est que si on n'a pas quelqu'un ou un système, que ce soit notre mari, que ce soit des grands-parents, que ce soit des personnes qu'on engage ou je ne sais quoi, en fait, il y a des moments où c'est juste pas possible en fait, de gérer de front ces différents aspects-là. Et je pense que là, il y a quand même encore un vrai travail de réflexion à avoir sur cet équilibrage-là. Et puis après, je dirais, il y a toutes les choses qui sont des choses aussi plus informelles, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, on a quand même un poste qui est un peu un poste aussi un peu de représentation d'une certaine manière, c'est-à-dire que
il y a quand même souvent des événements sociaux, des choses auxquelles où, fondamentalement on n'est pas obligé d'aller, mais d'une certaine manière, si on veut construire notre réseau, si on veut être partie prenante d'un certain nombre de discussions un peu en off, bah, c'est aussi dans ces moments-là que ça se passe. Et c'est vrai que là, je pense que les femmes, on est très pénalisées parce que, bah, en tout cas, à la fin des commissions ou des collèges ou des réunions, quand on termine, j'en sais rien, vers 18h, bah, en fait, c'est toujours les femmes qu'on voit courir et puis partir à toute vitesse en disant « j'ai mon bus, j'ai mon train, je dois aller chercher mon enfant », etc. Et puis, bah, en fait, on manque aussi, je pense, pas mal de choses par ce biais-là. Oui, parce que c'est aussi dans ces interstices-là que beaucoup de réseaux se tissent. Ah ouais, complètement. Et ça, et je pense que ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas tellement conscience, je pense, enfin, ou pas autant conscience quand j'ai commencé. Et bah, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que bah, avec toutes les collègues femmes, professeurs à la FAPC, enfin, ou en psycho en tout cas, on avait pris l'initiative de se réunir en fait de manière informelle autour d'un repas ou d'un verre quelquefois dans l'année, aussi pour avoir un moment qui était privilégié pour discuter un peu de tout et de rien. C'est pas que ces rencontres, elles avaient un but hyper spécifique pour parler de tel ou tel dossier, mais c'était aussi pour se dire, bah, en fait, si on planifie des fois des moments d'opportunité bah, qui nous conviennent aussi en fonction de notre agenda, bah, c'est aussi... ouais, ça vient contrebalancer aussi tous ces moments qu'on rate aussi parfois. Et chez les femmes, le sentiment de ne pas être légitime ou la culpabilité de jamais en faire assez, notamment dans sa carrière, avec la famille, est souvent évoqué. Ceci peut être d'autant plus vrai lorsqu'on accède à ce type de poste en étant jeune, comme c'était ton cas. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le max, du syndrome de l'imposteur, toi, tu te situerais où avant ta nomination ? Ah, avant ma nomination, ouf, on peut aller plus haut que 10 hein, sur l'échelle. Non, mais c'est sûr, ça, enfin, je pense que c'est vraiment un truc qui, moi, m'a accompagné tout mon parcours, hein, d'avoir constamment le sentiment que je n'étais pas légitime à la place où j'étais. Ça, et je pense que c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui. Hein, c'est que des fois, je me dis, oui, mais bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance, et puis je suis arrivée là, puis en fait, c'était aussi un concours de circonstances, etc., etc. Et ça, c'est super difficile, je pense, d'arriver à un stade où on s'est dit, bah, en fait, je suis là, puis il y a aussi des raisons pour lesquelles je suis là, puis j'ai aussi travaillé pour ça, en fait, et sans que ça soit prétentieux ou quoi que ce soit, mais simplement de le voir comme un état de fait, ça, c'est super difficile. Je pense qu'en plus, j'ai fait aussi le choix de faire une carrière où j'ai fait de la recherche et puis j'ai aussi voulu avoir une pratique clinique. Et je pense que le fait d'être un peu, des fois, divisé un peu entre ces deux activités, à la fois, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté puis que j'ai adoré puis que j'ai beaucoup valorisé dans ma carrière. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a peut-être en partie permis aussi d'obtenir le poste que j'ai aujourd'hui. Mais des fois, c'est un peu le double syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais je suis... dans l'imposture totale au niveau académique et je suis dans l'imposture totale au niveau de la clinique. Et puis, alors, en plus, on est dans l'imposture totale au niveau de la famille. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de syndromes de l'imposteur qui se surajoutent les uns aux autres. Comment tu l'as géré ça, justement ? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des croyances comme ça ou des fonctionnements qui t'ont auto-limité ? Bah, oui, auto-limité, c'est sûr. Je pense que, notamment dans le fait de pouvoir demander des choses. Par exemple, quand je suis arrivée dans mon poste, je me sentais déjà tellement chanceuse et tellement... d'une certaine manière pas légitime d'être là, que c'était sûr qu'en tout cas, j'allais surtout rien demander, puis surtout rien exiger en arrivant. Et puis ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi un peu dans l'après-coup en me disant, ouais, mais bon, c'était pas forcément des grosses choses, mais des aspects un peu pour être accompagné sur certains aspects, de pouvoir éventuellement étaler certaines prises de fonction sur des aspects différents du cahier des charges. Enfin, c'était pas forcément des gros ajustements, mais je me dis, mais en fait, rétrospectivement, c'est des choses que j'aurais tellement dû demander. Et est-ce que tu as l'impression que maintenant, tu as quand même construit comme ça ton expertise, ta confiance en toi dans ce milieu qui est assez compétitif et puis encore plus en tant que jeune femme, tu te sens
plus confiante dans tes baskets? Je dirais que ça dépend des moments. C'est quelque chose qui est assez fluctuant. Je pense que par rapport à certains aspects, oui. Un des aspects qui m'inquiétait beaucoup au départ, c'était aussi quelle allait être la perception des étudiants vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon profil, du fait que j'étais, non seulement que j'étais assez jeune et puis que j'étais une femme. Je projetais toujours cette impression qu'on allait penser de moi que j'étais pas compétente ou que justement que j'avais pas les capacités pour enseigner sur telle ou telle thématique. Ça, c'est quelque chose où au début, j'étais terrorisée à l'idée de recevoir ces feedbacks et de lire sur des pages et des pages que j'étais incompétente, en fait. Et ça, c'était un truc qui me paniquait. Et je dois dire que en fait, force a été de constater que c'est pas des critiques qu'on m'a fait. Et donc, je pense que ça, mine de rien, de me dire, là, en fait, il y avait aucune raison qu'ils fassent pas cette critique s'ils la pensaient, vu que c'est anonyme et puis qu'en général, ils ne se gênent pas pour faire des critiques s'ils en ont. Et donc, du coup, je pense que ça m'a pas mal apaisée et ça m'a donné confiance. Est-ce que petit à petit, tu arrives à te dire que tu pourrais aussi être une de ces modèles pour les étudiantes que toi, il t'a manqué dans ton parcours jusqu'à cette dernière rencontre, ou on n'en est pas encore là? En tout cas, alors, peut-être pas d'être forcément un modèle, mais en tout cas, de pouvoir offrir une variété quand même d'exemples différents et que finalement, il n'y a pas tout le monde qui est dans un moule qui est hyper uniforme. Voilà, moi, je suis plutôt justement dans les jeunes profs. Je pense que parmi les exemples que ma génération a eu dans le parcours académique, on était quand même sur des modèles qui étaient très uniformes, quoi. Un dernier point sur lequel on voulait revenir avec toi est celui du sexisme et du harcèlement. À titre personnel, tu as pu évoquer avec nous avoir été victime de ce type de comportement lors d'un congrès, le premier, sauf erreur, auquel tu avais participé, avec un homme beaucoup plus âgé, et comment cet épisode t'avait ensuite amené à dresser une barrière très claire pour te protéger de toute proposition déplacée. Ici, on se demandait également comment l'Université de Genève prenait en charge cette problématique et si des choses avaient été mises en place depuis MeToo. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, il y a tout un dispositif avec une cellule qui peut être activée. C'est vrai que maintenant, c'est depuis MeToo, je pense que c'est quand même, en tout cas, si quelqu'un fait le pas d'aller dénoncer certains comportements ou certaines choses qui sont pas OK, je pense qu'elles sont écoutées et prise au sérieux. Après, de savoir est-ce que c'est toujours suivi d'actions concrètes, ça c'est plus difficile à dire. C'est vrai que c'est des choses dont on est très peu au courant. En fait, il y a beaucoup de... Il y a souvent un grand silence. En tout cas, souvent on entend parler d'histoires, mais par des bruits de couloir. Il n'y a jamais aucune information officielle qui filtre. Et donc, du coup, c'est assez difficile de savoir finalement comment ces affaires sont traitées exactement. Et si des sanctions sont prises, pardon. Et si des sanctions, absolument, que ce soit... au niveau RH ou au niveau de... Enfin, voilà. Et donc, tout ça est très opaque, en fait, et on a peu accès à ça. Mais c'est sûr que c'est des choses qui existent, et puis comme dans tous les milieux, évidemment. Et ce qui est compliqué, je trouve, dans le milieu académique, mais comme dans plein d'autres milieux, comme à l'hôpital ou comme ça, c'est quand on sait très bien que... Surtout quand les choses sont discutées, évoquées au sein d'une faculté, qu'on est au sein d'un tout petit groupe de personnes et puis que même si c'est pas notre supérieur, par exemple, hiérarchique direct, évidemment, qui va, par exemple, si c'est lui qui est impliqué dans des accusations, qui va traiter le dossier, mais ça va être son collègue juste à côté. Et puis donc, du coup, il y a quand même quelque chose parfois d'un peu... où je pense que ça retient aussi beaucoup les gens d'évoquer des problématiques parce qu'on sait que de toute façon, les choses vont se traiter dans un tout petit milieu et puis qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Merci, on arrive à la dernière partie de notre échange. Qu'est-ce que Maud 2025 aimerait dire à la fille qui démarre sa carrière académique, à la Maud qui démarre sa carrière académique? Je pense qu'en tout cas... un aspect qui me paraît super important, c'est de
oser avoir de l'ambition aussi pour soi-même et puis se dire que si on a envie d'y arriver, qu'il n'y a pas de raison de se mettre des freins. Et je pense que même si parfois on a des échos différents autour de nous, et puis ça c'est peut-être un truc dont on n'a pas parlé, mais je trouve que parfois c'est aussi le regard hors académique qu'on nous renvoie aussi sur ces carrières-là, qui des fois est un facteur limitant. Enfin, moi je pense que parmi les commentaires les plus violents que j'ai reçus par rapport à mes choix de vie, mes choix professionnels, c'est venu de femmes aussi qui n'étaient pas du tout dans le milieu académique et puis qui n'arrivaient pas du tout à comprendre en fait le fait que par exemple c'était aussi ok d'être maman et de travailler à 100%, que c'était aussi ok de vouloir investir du temps dans sa carrière. Et si un génie t'accordait 3 vœux, qu'aimerais-tu réaliser pour les femmes dans ce domaine ? Si on arrivait aussi à, je pense, créer un climat un peu de, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais de sororité, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment important aussi dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu assez dur. Et puis, je pense que les femmes, entre nous, on n'est pas toujours non plus les plus solidaires et puis les plus à se tenir les coudes non plus entre nous. Et donc ça, je pense que c'est un vœu que je ferais. Peut-être un deuxième vœu, ça serait vraiment d'améliorer l'organisation en fait du travail pour justement rendre certaines de ces périodes, comme les périodes avec des jeunes enfants, plus tenables aussi sur la durée pour les jeunes femmes, pour pas qu'elles se découragent. Et puis, je crois que ça serait déjà 2 vœux qui seraient déjà pas mal. Et est-ce que tu as un conseil pour les hommes dans ce milieu ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider ? Ce que certains hommes commencent à faire aussi, ça revient un peu à ce qu'on avait déjà discuté avant, mais c'est aussi de valoriser des parcours qui ne sont pas les mêmes que les leurs. Et d'essayer de changer un peu cette perspective et cette lunette. Je pense que ça amènerait beaucoup d'apaisement dans les débats. Et ça serait vraiment quelque chose qui permettrait d'avoir des discussions qui sont plus constructives, quoi. Moi, ce qui me fait très peur, c'est un peu ces espèces de relents virilistes qu'on voit aux États-Unis, notamment récemment. Et des fois, je me dis, mais j'ai très peur que ce soit quelque chose qui arrive aussi en Europe, dans un espèce de truc où parfois, j'ai l'impression que les hommes se disent, mais on se fait déposséder de ce qu'on a, etc. Et de se dire, mais en fait, si on change de perspective, c'est pas qu'on les dépossède de rien du tout, quoi. Et ça, je pense que, voilà, c'est pas un vœu facile, mais si on arrivait à aller vers ça, ce serait bien. Et admettons, un jour, ta fille, elle te dit qu'elle veut choisir cette voie. Tu lui donnes quoi comme conseil ? De trouver des bonnes personnes avec qui elle voudra bien s'entourer dans sa vie. Je pense que ça, c'est quand même hyper important. Et puis, qu'elle suive ce qu'elle a envie de faire, hein. Je crois que quand on est aussi passionné, on est aussi prêt à s'investir, quoi. Nous voici arrivés à la fin de notre mini-série sur les femmes dans le domaine de la recherche et de l'enseignement académique. Au travers des échanges avec Maïké, Sophie et Maude, nous avons pu réaliser que leurs expériences se recoupent en de nombreux points, et ce, malgré la différence d'âge ou de domaine d'activité, mais aussi que beaucoup de choses ont été mises en place avec succès pour les nouvelles générations de femmes qui se lancent dans ce type de parcours professionnel. Dans les prochains épisodes, on vous propose un petit détour vers le monde des masculinités et de comment rendre notre entourage de meilleurs alliés. On ne vous en dit pas plus, mais soyez prêtes et prêts, ça s'annonce passionnant. Merci encore à Maude pour son temps et ses réflexions super pertinentes, et merci à Traf pour leur son maudite qu'ils nous ont généreusement laissé utiliser pour la musique de ce podcast. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. À très vite pour la suite des aventures du féminisme, c'est pas un truc de fille.